Eh bien, Romain, je te laisse le soin d'introduire ce webinaire. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Romain Desnos. Je suis chargé de mission transition écologique au sein du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Je suis notamment copilote du plan alimentaire territorial, le PAT du conseil départemental. Ce matin, on vous réunit pour vous présenter un travail qu'a réalisé Pamela durant 6 mois, qui était en stage avec nous, de préfiguration d'un observatoire du système alimentaire de la Seine-Saint-Denis. Ce travail s'inscrit dans la démarche du PAT, donc du plan alimentaire qu'on porte depuis un peu plus de 3 ans à l'échelle départementale. Ce plan alimentaire est tourné autour de trois grands axes méthodologiques. On a repris l'acronyme PAT. Le P pour la question de la production de connaissances, donc notamment le travail, comme voilà, elle est une illustration parfaite par le travail de Pamela durant les 6 derniers mois, dans une vocation de venir construire une culture commune du système alimentaire en Seine-Saint-Denis. On a le A pour agir, donc c'est être dans l'action et qu'on ne cherche pas à établir un grand plan d'action qu'ensuite on viendrait mettre en œuvre, mais vraiment qu'on parte de choses concrètes et de choses déjà existantes sur le territoire. Et le T pour tisser du lien, être dans l'organisation d'événements, par exemple comme aujourd'hui, pour que les acteurs du territoire se rencontrent vraiment dans une notion de boucle alimentaire. Ce PAT a été lancé il y a un peu plus de 3 ans. Et au lancement de ce PAT, un diagnostic alimentaire du système alimentaire de Seine-Saint-Denis avait été réalisé par le Lab 3S et Terealim. C'était vraiment une première image globale du système alimentaire en Seine-Saint-Denis qui avait été faite il y a un peu plus de 3 ans, qui nous a permis de venir arrêter cette grande thématique qu'aujourd'hui on travaille dans le cadre de ce PAT. Mais déjà à l'époque, on avait des envies d'aller un peu plus loin sur cette vision et image de la Seine-Saint-Denis, avec d'où l'idée de création d'un observatoire et donc d'un espace de collecte de données sur l'ensemble du système alimentaire en Seine-Saint-Denis, avec plusieurs envies. Une, d'avoir de la donnée à une échelle communale, parce que le diagnostic qui a été réalisé, c'était une photographie à l'échelle départementale, donc on n'arrivait pas à rentrer dans le détail des données à une échelle communale sur les 40 communes de notre territoire. Et dans un deuxième temps, que cet observatoire soit aussi un outil d'aide à l'orientation des politiques publiques. Donc aujourd'hui, Pamela nous a rejoint durant 6 mois et a été accueillie par le Lab 3S que je remercie pour faire ce travail de préfiguration de ce que pourrait être l'Observatoire du système alimentaire en Seine-Saint-Denis. Le travail qui a aussi été initié dans le cadre des différents chercheurs et chercheuses qui sont membres de notre comité scientifique qui accompagne le PAT. Et donc, avant de passer la parole à Yann, je tenais donc à remercier le Lab 3S et Pamela pour tout le travail effectué durant les 6 derniers mois, ainsi qu'à nos collègues de la direction de la donnée des études et des connaissances qui nous ont accompagnés sur ce travail-là. Voilà, merci beaucoup Romain. Je vais être très rapide. On est vraiment très content là de vous accueillir si nombreux ce matin. Donc je le disais, on a à peu près 130 inscrits et puis là vous êtes déjà 57 en ligne. Ce webinaire est destiné à vous présenter comme disait Romain, la préfiguration de cet observatoire de l'alimentation Seine-Saint-Denis. Moi, je suis Yann Chapin, je dirige le Lab 3S, qui travaille depuis 2018 pour accompagner tout ce qui est transition écologique et alimentaire en Seine-Saint-Denis. Donc, comme disait Romain, il y a 3 ans, on a réalisé ce diagnostic alimentaire qui avait accompagné le coup d'envoi de la dynamique du PAT. Et donc, on a travaillé ces 6 derniers mois avec Pamela Edmeder dans le cadre de mission de stage de son master IPAD. Voilà, donc la présentation durera environ une demi-heure avec une introduction de Pamela sur sa démarche de construction, la méthodologie, puis les choix qui ont été réalisés. Pamela passera sur la version en ligne de l'Observatoire pour vous le présenter. Après cette demi-heure, on aura à peu près 20 minutes de questions-réponses. Et donc, du coup, le chat est d'ores et déjà actif et on vous invite au fur et à mesure à inscrire vos questions dedans que je reprendrai à la fin pour avoir un temps d'échange avec vous. Voilà, bah écoute, Pamela, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais donc partager mon écran pour vous voyez ma présentation. Vous me dites si c'est OK pour vous. C'est bon. Parfait. Et donc, je vais vous présenter la préfiguration de cet observatoire, comme elle vient été décrite par Roman et par Yann. Ça s'inscrit dans le cadre d'un projet de 6 mois de stage suite à une formation en innovation et politique pour une alimentation durable de l'Institut Agro à Montpellier. Et moi, c'est Pamela Evner.
Et je vous propose cette présentation en trois temps. En premier temps, comme vient décrit Yann, en première partie qui concerne certains aspects de la méthodologie qui a été appliquée pour cette préfiguration. Un deuxième temps dédié à la présentation de l'outil lui-même et certains de ses résultats. Et une troisième partie plus destinée à la discussion, à parler des perspectives de cet outil, qui est comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser et aussi dédié évidemment à un temps de questions-réponses si jamais il y a des questions qui vous viennent. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Après, on va répondre un moment destiné à vous répondre. Et je vais partir avec quelques éléments de contexte. Donc, c'était vraiment le COVID, c'était cette époque qui a évidencié vraiment l'insécurité alimentaire dans les départements. Donc, suite à ces éléments, le département a lancé un PAT l'année 2021. Comme vient d'écrire Romain, c'était un PAT qui vise à améliorer l'accès à une alimentation durable et de qualité pour tous les habitants du département. En parallèle, il faut savoir aussi que depuis l'année 2021, se prépare déjà à niveau des politiques publiques, c'est ce qu'on appelle le SNOC, c'est une stratégie nationale alimentation, nutrition et climat. Donc, pour la première fois, se prépare une stratégie d'un point de vue plus systémique et qui vise vraiment à faire une feuille de route pour faire progresser le modèle alimentaire ici en France. Donc, comme élément de contexte, pour l'année 2022, les PAT et le département se lancent avec un premier diagnostic, comme a été bien cité tout à l'heure. Et ce premier diagnostic a été fait aussi en collaboration justement avec les Lab 316 et Terralim. Et cette première diagnostic nous fournit les premières informations de l'alimentation et les contextes des systèmes alimentaires dans lesquels se situe le département Seine-Saint-Denis. Suite à cette première diagnostic et à ces premiers éléments, l'EPAT, il a lancé les premiers chantiers qui sont sept actions prioritaires qui permettent en fait d'établir vraiment des actions concrètes accompagnées des expérimentations sur les territoires pour travailler justement sur des actions prioritaires. Donc, c'est vraiment sur ce contexte-là que ça s'inscrit cet observatoire un projet c'était une préfiguration d'un outil d'observation justement qui dresse un panorama des connaissances à une échelle plus fine que c'est ce qu'on avait fait par avant pour les diagnostics, cette fois-ci à niveau commun ou et peut-être pour nous regarder en interne à niveau du département, comme bien a été expliqué. Donc, vous avez bien compris, l'objectif de cette préfiguration, c'est d'une part dresser, comme je viens de décrire, un panorama des connaissances à échelle communale, dans l'idée d'approfondir les compréhensions des enjeux liés au système alimentaire dans les départements et ensuite pouvoir identifier quels sont les leviers d'action locaux. Mais aussi, cet observatoire vise à guider les politiques publiques dans les territoires en s'appuyant aussi sur les résultats qui vont être issus de la collecte des données quantitatives, c'est-à-dire issus de cette préfiguration d'observatoire. Donc, cet observatoire, il cible toutes les collectivités, c'est-à-dire toutes les villes, les EPT, qui sont les établissements publics territoriaux, c'est-à-dire les intercommunalités, pour ceux qui ne connaissent pas les territoires, je précise, les départements, bien évidemment, et les décideurs publics aussi, et tous les acteurs, bien évidemment, qui sont engagés, qui sont intéressés sur le système alimentaire en Seine-Saint-Denis, mais pas qu'en Seine-Saint-Denis, sinon aussi ailleurs. Je vais vous présenter une méthodologie résumée en 4 étapes pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que ça a été élaboré cet observatoire. Donc, en première étape, on a vraiment réfléchi et on a fait un état des lieux, ce qui concerne un recensement de l'état des données
que nous savions, c'est-à-dire nous savions qu'il y avait des informations déjà faites, il y avait des autres observateurs qui ont été montés par ailleurs. Et notre volonté, c'était pas vraiment reproduire la même chose qui a été déjà faite, sinon bien au contraire, pouvoir rassembler toutes les informations dans un site commun pour faire en sorte que tous les acteurs puissent bénéficier. Et donc, vraiment, il s'agissait de faire un état des lieux de ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas, qu'est-ce qui manquait, justement pour venir à fournir les éléments qui manquaient, étouffer ce qu'il y avait, et c'était incomplet, et pas reproduire ce qui déjà avait été fait. Donc, ensuite, on a passé à une étape de plutôt d'analyse de la pertinence de cet outil. On a réfléchi vraiment à les donner du sens et à l'inscrire vraiment sur quelque chose qui puisse avoir une trajectoire plus pérenne. Et c'est pour cela qu'on a fait une exploration des politiques publiques qui vise à orienter les systèmes alimentaires et on a inscrit cet observatoire avec les stratégies de l'ESNOC, à savoir, comme j'avais dit précédemment, l'ESNOC se prépare depuis l'année 2021. Il était censé à sortir en tant que politique publique l'année dernière, 2023, mais pour des raisons diverses et variées et contexte politique, il n'est pas encore sorti. Néanmoins, on l'attend avec impatience et on garde quand même cette vision et cette directive de l'ESNOC du fait qu'il garde une vision vraiment holistique et vraiment systémique de l'alimentation. Donc, on voulait s'inscrire vraiment dans cette démarche systémique et guider aussi cet observatoire à travers de cette politique, mais aussi arriver en terrain atterrir aussi cet observatoire sur quelque chose plus de terrain, comme c'est les PAT et ses actions, c'est-à-dire c'est cet chantier. Ensuite, nous sommes passés en troisième étape, qui c'est plutôt le recueil des données, mais c'est aussi la préparation de la grille des indicateurs, c'est-à-dire on a établi toute une liste des choses qu'on envisageait observer et regarder. Et cette grille d'indicateurs a été co-construite avec 4 acteurs des territoires, c'est-à-dire nous avons consulté en premier lieu le conseil départemental, qui c'était le premier intéressé, il est porteur de PAT, et donc quels étaient les envies et quelle était la vision aussi qu'elle voulait donner à cet observatoire. Nous avons consulté en deuxième lieu tous les charges d'émission de chaque EPT, à savoir dans les territoires, il y a 4 EPT pour aussi avoir une vision plus de terrain et plus approximative sur ce que les territoires envisagent et qui vivent dans la vie courante. Et nous avons consulté les comités scientifiques également, les comités scientifiques qui accompagnent les PAT pour avoir leur vision de cet observatoire. Et finalement, on a consulté la direction des données qui nous accompagnait aussi sur ce projet et, et nous accompagnons sur la recherche des données, sur ce qu'il y avait déjà et ce qui existait déjà en tant que base de données disponible à niveau commun et la recherche aussi des autres sources de données qu'on pourrait aller récupérer. Et donc, suite à cette étape de construction, on a établi une grille d'une soixantaine à peu près des indicateurs que finalement, on arrivait à une étape finale de traitement des données dans laquelle on a analysé tous ces indicateurs à 3 niveaux pour nous regarder en interne en tant que département. Et je vais revenir après sur ce qui c'est ces 3 niveaux. Et aussi, les indicateurs ont été divisés par 6 thématiques, et je reviendrai aussi après. Et tout cela, ça a été grâce à, à un outil qui s'appelle Power BI, qui nous a permis la visualisation et l'analyse des données d'une façon plus interactive et plus ludique, que vous verrez aussi plus tard, je vais vous montrer. Et donc, comme je viens de dire, nous avons retenu finalement une soixantaine d'indicateurs qui ont été agrupés par 6 thématiques, qu'on a rempli finalement à travers des informations quantitatives principalement, que quantitatives, à travers des bases de données nationales, des autres observatoires, mais aussi à travers des différents sites web. Et on a les 6 thématiques, c'est-à-dire des indicateurs qui concernent la gouvernance, qui concernent la production,
des indicateurs qui nous parlent de la transformation et le commerce de gros, des indicateurs qui nous parlent de la lutte contre la précarité alimentaire, des indicateurs pertinents et qui concernent la restauration collective et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et finalement, des indicateurs qui nous parlent de la offre alimentaire concrètement sur la distribution, le commerce et la restauration. Et je suis désolée de passer si vite sur tous ces éléments, mais parler si rapidement, mais en gros, nous voulons vraiment passer plus de temps sur aussi vous présenter cet outil. Donc, on va passer à la 12e partie de la présentation qui concerne justement la présentation de l'outil lui-même. Mais si vous avez des questions jusque-là par rapport à la méthodologie, etc., vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas, je vais juste m'arrêter les partages pour changer l'écran et pour passer à la visualisation de l'outil. Et donc, je partage à nouveau. Ne me quittez pas, je suis là, juste je change mon écran. Euh, Est-ce que c'est OK? Vous voyez mon écran? Parfait. Et donc, l'outil se présente comme vous voyez dans l'écran. C'était vraiment une URL, c'est un site web qui héberge cet outil. Donc, il se présente comme une espèce de livret qui concerne plusieurs pages, c'est-à-dire plusieurs pages web, et dans lesquelles on peut parcourir, par exemple, c'est assez interactif, donc on peut parcourir page par page, par exemple, et là, on arrive, par exemple, à les sommaires, et dans lesquels on peut cliquer directement sur les sommaires pour aller sur les sujets qui ça nous intéresse. Par exemple, ici, je clique et ça me renvoie directement à la page qui est cliquée. Nous avons fait aussi une petite vidéo et qui vous explique pour améliorer aussi l'expérience de navigation sur cet observatoire. Et désolé déjà, je m'arrête juste pour vous dire, je vais passer rapidement, je vais pas non plus créer de la frustration chez vous. Donc, j'ai dit déjà que je vais pas avoir le temps de tout vous présenter et on ne va pas avoir le temps de tout parcourir, mais je vais passer, juste l'idée, c'est vraiment vous présenter cet outil. Ensuite, cet outil vous sera partagé et vous aurez la possibilité de le parcourir avec les temps que vous souhaitez et les temps dédiés et vous pourrez vraiment, parce que c'est vraiment intéressant à voir et on peut vraiment faire plein de choses. Mais n'hésite pas aussi à poser vos questions, mais malheureusement, les temps dédiés à cette webinaire, on ne peut pas passer toute la matinée, donc je ne vais pas créer déjà la frustration chez vous. Et donc, j'étais en train de vous expliquer que on peut le parcourir à travers ces pages. Sinon, on a la possibilité de cliquer ici sur les mots sur. Ici, on clique. Il y a aussi un menu qui se déplie. Et on peut aller directement sur une page, par exemple, qui nous intéresse, sur un sujet. Donc, je vous présente comment est-ce que ça, normalement, les résultats sont présentés. Ils se positionnent toujours comme de cet style-là. Ce sont des différentes pages qui s'accompagnent toujours avec un titre qui nous explique les sujets qu'on est en train de visualiser. Des images comme celles-là qui sont assez interactives. Par exemple, si on passe dessus, on peut voir de quoi il s'agit. Dans l'occurrence, ce qu'on visualise ici, c'est les territoires. Pour ceux qui ne connaissent pas la Seine-Saint-Denis, c'est la carte de la Seine-Saint-Denis avec ces 40 communes qui est dans la gauche. Ça, c'est ma gauche. Et, il y a les 40 communes agroupées au sein de ces différentes EPT, c'est les établissements publics territoriaux, c'est-à-dire les intercommunes. Et à savoir, on est quatre en Seine-Saint-Denis. Et ici à droite, les mêmes territoires, les mêmes 40 communes, mais cette fois-ci regroupées par une typologie socio-économique, c'est-à-dire regroupées et divisées sur 5 zones qui établissent cette typologie d'LANC.
Les résultats s'accompagnent toujours par un petit encadré en bas qui guide un peu les résultats et les visualisations de ce que vous êtes en train de regarder. Et à droite, par exemple, ici, nous avons mis aussi les noms des habitants. Après, très important, c'est savoir que ici, tout à droite, en haut, il y a trois filtres, que c'est les filtres qui nous permettent de nous observer, nous regarder en interne, nous comparer aussi en interne dans les départements. C'est-à-dire, vous pouvez filtrer pour chacune de ces 40 communes. Vous pouvez choisir, par exemple, une de ces 40 communes et l'outil va filtrer. Ensuite, vous pouvez aussi filtrer par un de ces 4 EPT et il va marquer les territoires qui sont concernés. Et ensuite aussi, vous pouvez le faire par une de ces 5 zones de typologie socio-économique. Et l'outil va vous filtrer l'information en fonction de ces informations, de ces filtres que vous pouvez appliquer. Et donc, des fois, il y aura des informations qui n'étaient pas concrètement liées à l'alimentation, mais ici, par exemple, c'est des informations socio-économiques qui nous permettent aussi de nous situer et de contextualiser aussi certaines choses. Il y aura toujours aussi, pas toujours, mais des fois, pour certains indicateurs, nous avons fait une espèce de référentiel, c'est-à-dire on a appliqué en moyenne France, en moyenne Île-de-France, en moyenne de la région justement pour avoir un référentiel pour lequel les départements ils pouvaient se comparer. Donc ici, par exemple, juste au niveau des titres d'exemple, au niveau de l'information socio-économique, nous voyons aussi les niveaux de vie et les taux de chômage. Et on peut voir, par exemple, que les communes de la Seine-Saint-Denis, ils sont en-dessus toujours de la moyenne France et la moyenne Île-de-France par rapport à les niveaux de vie. Et en ce qui concerne les chômages, nous sommes vraiment beaucoup plus larges que la moyenne France et la moyenne de la région. Donc, juste pour contextualiser aussi que c'est une euh, population vraiment qui vit dans un certain type de précarité et qu'on risque aussi de précarité alimentaire. C'est une population assez fragilisée. Aussi, vous montrer que certaines fois, comme je vous avais expliqué dans la méthodologie, nous n'avons pas la volonté de répliquer des informations qui ont été déjà faites. Donc, des fois, mm, pour certaines informations, pour ce qui concerne par exemple la précarité alimentaire, nous avons repéré qu'il y avait des autres observatoires qui ont été déjà faits, des autres institutions qui ont déjà travaillé et ont élaboré un travail assez robuste par rapport à la précarité alimentaire. Par exemple, Credo qui enseigne son travail aussi Obsoalim. Et donc, nous envoyons directement aller vers cette fiche et sur ces informations, sur cet observatoire qui sont beaucoup plus complètes. Donc, ici, nous avons la volonté juste d'illustrer quelques propos. Par exemple, ici, la répartition de la population à risque de précarité alimentaire par commune, dans laquelle on peut voir que ça s'agit principalement de personnes seules et des enfants vivant dans un foyer à bas revenus. Puisque c'est l'information pour après que ça répète par toutes les communes. Ici, nous avions aussi la volonté de vous montrer les aides alimentaires. Mais c'est ce que j'envisage de vous montrer ici, c'est principalement que des fois, il y a aussi cette information qui s'était faite dans la volonté de pouvoir mettre tous les communes sur une base commune pour pouvoir comparer. Donc, des fois, nous avons mis tous les indicateurs par 10 000 habitants ou 10 000 ménages et c'était juste pour pouvoir mettre à le même niveau toutes les communes et pouvoir ensuite pouvoir comparer sur la même base de comparaison.
Bien évidemment, il y a des communes qui ont plus de 10 000 habitants, comme il y a des autres qui ont moins de 10 000 habitants. Mais justement, je répète, c'est pour pouvoir avoir une même base de comparaison. Et déjà, ce qui concerne les dispositifs alimentaires, on voit qu'il y a des communes qui sont plus, euh, qui disposent plus des éléments que des autres. Donc, ça permet la comparaison aussi sur les dispositifs d'aide financière directe. Je vous ai dit que je ne vais pas avoir le temps d'aller vraiment en détail sur chacune des pages. Je vous présente seulement quelques éléments importants à tenir en compte. Mais je répète pour pas vous créer la frustration. Mais après, vous aurez cet outil à disposition pour le parcourir comme vous le souhaitez. Ici, c'est ce qui concerne la production agricole. Encore une fois, nous vous envoyons vraiment à regarder les dernières informations de le dernier recensement agricole qui a été fait l'année 2020. Et le ministère de l'Agriculture, il propose vraiment un outil très complet qui nous fournisse les informations vraiment de la production agricole. Donc, je ne vais pas me détenir vraiment ici. Juste, nous avions envie de mettre en avant l'évolution aussi entre le 2010 et 2020 de la situation agricole dans les départements, qui suit quand même la tendance nationale, que c'est vraiment une réduction de la SAU, c'est-à-dire de la superficie agricole utile, avec une réduction de le nombre d'exploitations une légère tendance à l'agrandissement et bien évidemment une tendance aussi à la spécialisation. Donc, sa nouveauté, c'est un peu la tendance nationale aussi, mais que c'est assez marqué dans le département. Encore une fois, ici, des invitations à aller regarder des autres sites, à aller regarder des autres observatoires. Dans l'occurrence ici, pour ce qui concerne encore la production, aller visiter les sites de la carte Solagro, qui ont fait des cartes qui nous montrent aussi l'indice de fréquence de traitement phytosanitaire dans les départements, mais pas que dans les départements, mais aussi vous pouvez regarder pour toute la France. Et la part de l'agriculture biologique aussi, que ici, si bien on voit, on observe déjà que dans les départements, il y a des efforts pour aller vers une agriculture biologique. Ça représente encore moins de 15% de la superficie agricole totale. En ce qui concerne la production de l'agriculture urbaine, euh, nous avons pris la définition faite pour la FOP, qui c'est l'Association française de l'agriculture urbaine professionnelle. Et donc, on observe aussi une tendance de la plupart des jardins et potagers collectifs, fermes urbaines participatives et aussi des fermes urbaines spécialisées. Là, on voit comparativement aussi à niveau moyenne France et moyenne Île-de-France, et on observe qu'il y a quand même euh, en moyenne presque 2 espaces d'agriculture urbaine dans les départements et que c'est assez suffisant pour, enfin, c'est pas assez suffisant, je veux dire, c'est beaucoup plus, c'est presque le double de ce qu'on trouve déjà en la région ou en la moyenne France, à savoir, bien évidemment, ça, c'est là pour avoir effectivement des billets de recensement, néanmoins, les billets partout. En ce qui concerne la transformation, nous avons la volonté juste de faire une caractérisation des filières, qu'est-ce qui porte la transformation ici dans les départements, avec un petit recensement de ce qui c'est la transformation en production biologique. Pareil pour ce qui est les commerces de gros, nous avons la volonté vraiment de caractériser quelle est la production, quelle est la zone et ce type de commerce en gros, et c'est ce qui ressort, c'est vraiment une alimentation non spécialisée que pour vous expliquer, il s'agit vraiment de les types de supermarchés grossistes qui vendent un peu de tout, mais sans être spécialisés. Il a géographiquement l'emplacement de ce type de commerce qui nous parle aussi des flux d'alimentation et on voit visiblement qu'il est les plus proche à Paris.
En ce qui concerne la restauration collective, nous avons aussi récolté des données et à savoir, nous avons retiré les informations depuis le site Ma Cantine, que c'est le site officiel du gouvernement. Néanmoins, c'est une information qui est autodéclarée, donc ne sont pas tous les établissements renseignés sur cet établissement. Et donc, juste à titre d'exemple, les informations que nous avons du département, ça concerne seulement 552 établissements et cela représente seulement 40% de les cantines scolaires, par exemple, du département. Juste à titre d'exemple, c'est pour illustrer les propos de que ce n'est pas exhaustif cette information. Néanmoins, c'est une première étape déjà de recensement d'informations. C'est aussi quelque chose qui nous montre déjà certaines tendances. Et, euh, et c'est aussi une invitation à remplir les données, pourquoi pas. Donc, les types de cuisine, c'est-à-dire les types de cuisine centrale, des productions au satellite dans les départements, des types de gestion en concession ou en gestion directe. Et ici, nous avons mis en valeur aussi l'information de le nombre de repas servis par jour par commune. Donc, pas toutes les communes sont bien renseignées, bien évidemment, mais ce n'est pas grave. Nous avons à date une moyenne de 4000 repas servis par jour par commune en moyenne. Et juste, je ne vais pas pointer des doigts, mais juste à titre d'exemple, je voudrais vraiment montrer, par exemple, l'utilisation de ces filtres et pour que vous voyez aussi les propos de cette page et l'importance aussi de le remplissage aussi des données. Et comment est-ce qu'elle peut varier en fonction du résultat? Je vais montrer, par exemple, la commune de Saint-Denis, pardon, et on voit qu'il y a un certain nombre de cantines renseignées. Donc, l'information concerne les 64 cantines. Mais si je vais, par exemple, à une autre commune, par exemple, les Lilas, et on voit qu'il y a seulement 4 cantines renseignées, donc l'information est bien évidemment, il concerne que 4 cantines, donc bien évidemment, c'est moins représentatif. C'est pas dans l'idée de pointer des doigts ni rien, aucun commune, c'est juste à titre d'exemple pour illustrer les propos de que, en fonction de le renseignement des cantines, les propos, ça va être plus fidèle ou moins fidèle. Nous avons pris aussi des informations en ce qui concerne la conformité à la loi Egalim, mais encore une fois, les informations sont des fois incomplètes. Néanmoins, pour ce qui concerne les menus végétariens, on voit qu'il y a déjà, même si on n'a pas toutes les informations de toutes les communes, on voit déjà la différence à niveau de leur engagement d'aller plus loin et la proposition aussi des menus végétariens avec une ou jusqu'aux 5 menus végétariens par jour. Ici, la différenciation aussi en ce qui concerne les taux d'approvisionnement en bio et en rouge avec les approvisionnements des produits de qualité. Et ici, nous avons des informations qui peuvent comparer le département avec la moyenne France et la région en ce qui concerne différents éléments qui concernent la loi Egalim, que je vous invite à regarder après en détail. On passe à ce qui c'est la offre alimentaire et on commence par la distribution. Nous avons pris en tant que distribution seulement les grandes et moyennes surfaces et on avait fait une différenciation entre grandes et moyennes surfaces de type conventionnel et c'est ce qu'on appelle grande et moyenne surface de type durable, toutes sortes de magasins de type Naturalia, Biocoop, La Vie Claire, etc., avec en proposition d'une offre de produits issus de l'agriculture biologique entre 80 et 100%. Et ici, on voit déjà des différences entre les communes, déjà de l'existence ou pas existence de ce type de commerce. Néanmoins, il peut y avoir aussi toujours des billets de recensement, bien évidemment. Néanmoins, c'est une première étape. Et ici, l'emplacement, on voit où est-ce que se situe ce type de commerce. En ce qui concerne les autres types de commerces et points de vente, nous voyons aussi que la plupart de commerces, en fait, se concentrent entre supérettes, boulangerie et boucherie parmi toutes les communes
de la Seine-Saint-Denis, c'est les principaux commerces. Ici, nous avons pris la distance moyenne en kilomètres qu'un habitant de la Seine-Saint-Denis doit parcourir pour arriver à les commerces les plus proches. Ici, c'est vraiment 1200 mètres qu'il doit parcourir en moyenne pour aller à les commerces les plus proches. On voit quels sont les types de commerces les plus proches ici. Et un petit peu plus, il doit parcourir en moyenne une quinzaine, une vingtaine de minutes, un kilomètre deux, pour aller à un marché pour trouver des produits frais. Et ici, nous avons fait un zoom sur ce que c'est la offre alimentaire durable. Et ce que nous, on considère comme durable ici, c'est une approche vraiment systémique, pas seulement d'un point de vue environnement, mais aussi social et tout ce qui concerne une offre favorable à la santé. C'est pour cela que vous voyez en tant qu'offre durable aussi les marchés à plein vent, les AMAP, les épiceries sociales et solidaires, etc. Et avec un focus de l'emplacement sur les marchés et les AMAP. Ensuite, on passe à ce qui c'est la restauration. On observe aussi la distribution de les types de restauration, vraiment avec une approche service de restauration. Et là, on observe par exemple en rouge la restauration rapide qui fait presque le double de la restauration traditionnelle. Une restauration durable, dite durable, et presque infime en tant que représentée par les départements. Euh, mais vraiment, cette idée de voir la différence de la répartition et ici à droite, l'emplacement de cette restauration par habitante aussi durable. La restauration durable avec la même approche systémique qu'on a pris pour les commerces, c'est-à-dire social, environnement et aussi une offre favorable à la santé. Pour marquer un peu cette différence des types d'offres de restauration, nous avons calculé un ratio entre la restauration rapide et la restauration traditionnelle pour voir à quel point la restauration rapide représente une place assez importante dans les départements. Et on le voit ici dans cette figure que ce ratio, plus il est supérieur à 1, plus il est favorable à la restauration rapide et moins il est inférieur à 1, il est favorable à la restauration traditionnelle. Et on observe ici une comparaison avec des différents territoires voisins, mais aussi avec la moyenne France. On observe que le département de la Seine-Saint-Denis, il est vraiment dépasse cette ratio largement. Et on observe ici toutes les communes, par exemple, qui dépassent cette ratio de 1, à exception de quelques communes ici en tout au fond. Et pour finir, nous avons fait un petit zoom aussi sur ce qui concerne cette restauration de type rapide euh, et en essayant aussi de le visualiser par typologie socio-économique, c'est-à-dire voir quel territoire il est plus concerné par ce type de restauration rapide. Et ici à droite, nous avons fait une carte pour voir l'emplacement de cette restauration rapide par rapport à les collèges. Les collèges, c'est une compétence départementale, c'est pour cela qu'on a choisi cette collège comme information. Et l'intérêt de cette carte, c'est qu'on peut se rapprocher directement et voir à quel point les collèges qui sont les points bleus sont entourés ou pas de la restauration rapide, qui c'est les points orange. C'est l'intérêt. Après, je vous répète, et je vais m'arrêter là. Je vais arrêter le partage pour passer à nouveau sur la présentation et passer à notre troisième tome de discussion qui concerne vraiment les limites, les perspectives, mais aussi, je pense que je me suis trompée d'écran. Euh, et passer aussi à les temps des questions-réponses. Les temps passent rapidement, donc vous voyez quand même ma présentation? Tout à fait. Merci beaucoup, Pamela, pour cette présentation. Est-ce que tu peux juste nous montrer rapidement, revenir sur sur l'outil
s'il te plaît, et nous montrer juste un exemple de filtre par EPT, parce que tu l'as montré sur la ville. Oui, Et pardon, oui. quand on a une grande liste, juste montrer l'intérêt, parce que on a trouvé ça assez intéressant de voir que par exemple, ça va filtrer sur les 7 ou 8 ou 9 communes, juste pour Et l'illustrer, est-ce que si tu le vous peux. voyez les Là, qu'est-ce pour que l'instant, on tu... est sur le PowerPoint. Si tu peux revenir 2 secondes sur Ah, le... d'accord, ok, ok. Voilà, Désolée. Comme j'ai deux écrans, donc des fois, je me perds pas de souci. sur ce que je suis en train de vous montrer. Et là, normalement, vous voyez, Voilà, oui, peut-être mettre en plein écran et mets exactement, une ouais. liste où il y a beaucoup de villes. Voilà. Voilà. Donc, Euh, donc là, par exemple, sur le Là, graphique par de droite, exemple, on on a peut en effet. filtrer, Ouais. par exemple, justement, désolé, j'avais prévu de montrer, mais comment je suis un peu pressée aussi. Et là, par exemple, on peut voir est ensemble, on va filtrer par EPT, et là, ils nous sortent l'information, ce qui concerne là l'agriculture urbaine, et par tout ce qui est les communes qui concernent les EPT est ensemble. Donc, on peut comparer au sein de cette EPT. Voilà. On peut, Ouais. Et donc du coup, voilà, avant de passer aux Mhm. questions-réponses, c'était pour illustrer ça. Bon, à la fois te remercier, Pamela, parce qu'il y a eu un énorme boulot, notamment sur les sources, et puis ensuite sur la sélection et la mise en forme. Ça a été vraiment un gros, gros travail de ta part. Aussi, remerciement au service des données du conseil départemental, parce que on a fait un travail main dans la main avec eux, et c'est notamment grâce au service qu'on a pu avoir accès à cet outil qui permet vraiment bah voilà, d'avoir quelque chose de dynamique et qui vous permettra, je pense, bah, à chaque niveau d'acteur et d'intérêt que vous avez, de regarder plus finement et de personnaliser finalement les vues. Voilà. Et avant de passer aux questions-réponses, j'ai lu un petit peu les questions qu'il y avait dans le chat. Juste dire aussi, bah voilà, c'est un travail extrêmement ambitieux là, qu'on a eu. Donc c'est pour ça là, on vous présente, il y aura des suites, on va en parler. On n'a pas encore toutes les réponses sur les suites, mais en tout cas, pour dire que voilà, on a fait un certain nombre de choix, que ça a été thématisé et que donc il y a aussi beaucoup de choses qu'on a exclues, qu'on n'a pas forcément dans le scope de l'analyse. Donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions et puis il y aura peut-être des choses qui s'amélioreront, qui s'étofferont dans les prochaines versions. Alors, peut-être on va prendre tout de suite les premières questions. N'hésitez pas, hein, si vous en Ouais. avez, à continuer à les mettre dans le chat. Alors, on a vu une question un petit peu très, très générique, mais c'était avant qu'on commence, qui était quelles sont les caractéristiques du 93 au plan alimentaire? Mais ça, je pense on l'a quand même dit, l'observatoire là tel qu'il est destiné à en donner un certain nombre d'éléments. Je pense qu'on va aller plutôt sur des questions plus précises. Alors, on avait une question concernant la mesure de la précarité alimentaire. Est-ce qu'on a des informations sur la méthode d'actualisation du diagnostic ANSA-CREDOC et de l'Obsoalim? Alors, je vais te laisser répondre, Pamela, mais il me semble que ANSA, c'était un one-shot et qu'on n'a pas forcément d'infos sur du renouvellement. Et sur Obsolanime, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a de l'actualisation. Oui, en effet, nous n'avons pas les informations d'actualisation. Nous envoyons vraiment voir directement sur cet observatoire. C'est vrai que à ce stade, nous ne savons pas en date parce que c'est pas nous qui gestionnons ce genre d'informations. Néanmoins, Obsoalim, il prend les informations de Solinium que c'est la solide, mais nous n'avons pas autre information que de savoir quelle sera la mise à jour de ces projets particulièrement. Donc, c'est quelque chose, bien évidemment, à observer si d'ici à une prochaine observation dans les départements, est-ce qu'on va reprendre ces informations si ce qui effectivement il y aura une mise à jour ou sinon on va nous aller récupérer les informations qui manquent. Avant de passer aux autres questions, Pamela, tu voulais passer aux limites, justement, puisque je vois que tu as affiché la Oui, slide. Ouais.
Rapidement, je passe sur certaines limites, juste peut-être aussi, il va répondre à quelques questions aussi. Et donc, on voit qu'il y a un manque en incomplétude des données. Néanmoins, on sait, on est consciente, c'est un biais important. Nous sommes conscientes et il peut fausser et entraîner à certaines conclusions qui sont erronées. Mais c'est vraiment une première étape de préfiguration et poser quelques éléments de, de données rassemblées sur la table. Après, il y a comme limite aussi le fait qu'il ne prend pas en compte les interactions des flux aussi non plus entre les différents éléments du système alimentaire. Il y a certains aussi indicateurs qui ne sont pas été observés, ce qui concerne la santé et l'environnement, n'ont été pas pris en compte. Il y a l'effet des limites administratives aussi de chaque ville, tout ce qui concerne surtout sur l'offre alimentaire. Des fois, on s'arrête pas dans son propre ville où est-ce qu'on habite pour aller en commerce, sinon on franchit ces limites administratives pour aller dans des autres villes à un commerce de notre goût, qui ça nous intéresse. Il y a les limites que cette information concerne uniquement la Seine-Saint-Denis pour l'instant. Il ne concerne pas les autres départements voisins, ni les interactions, ni les influences qu'il peut avoir les côtés plus proches à Paris ou à les autres départements voisins. Il repose seulement sur des données quantitatives, c'est utile. Donc, évidemment, ces données, des fois, ils ne reflètent pas toujours fidèlement la réalité du terrain. C'est pour cela que nous faisons une recommandation que c'est d'aller faire des études complémentaires pour aller plus loin sur l'analyse de ces résultats et compléter aussi peut-être avec des données qualitatives. Ça va évidemment bien enrichir l'analyse. Il est recommandé aussi, bien, comme on vient de citer, la mise à jour régulière de la base de données et aller voir les sources qu'on a utilisées. Justement, c'est ce qu'on vient de parler en ce qui concerne la précarité alimentaire, de voir à quel point sont mises à jour ou pas, et sinon, dans les cas contraires, aller récupérer les informations. Et autre recommandation, c'est qu'on peut aller étouffer et enrichir les données avec des autres indicateurs complémentaires qui ne sont pas pris en compte à date. Et aussi, on peut aller récupérer, par exemple, plus en détail autres informations. En termes de perspective, l'idée, c'est de s'inscrire dans un processus continu d'observation, c'est-à-dire répéter cette observation tous les 2, 3 ans afin de voir vraiment les tendances et voir les évolutions du système dans les départements. Comme je viens de dire, on peut étouffer avec des autres indicateurs complémentaires ou approfondir un seul axe aussi, c'est une possibilité. C'est pour envisager aussi une collaboration avec des autres acteurs de la recherche ou autres acteurs aussi du système alimentaire ou intéressés en approfondir ces thématiques. Et c'est possible aussi pour cet outil de se reproduire du fait la méthodologie a été décrite. Donc, si vous avez besoin des informations, n'hésitez pas à demander à l'élève 316 et à des départements. Les informations ont été détaillées, la méthodologie a été détaillée pour pouvoir justement que vous pouvez vous servir de cette méthodologie pour reproduire aussi cette observation dans des autres territoires, même avec confronté avec des enjeux similaires, ou sinon la possibilité aussi d'adapter toujours. Et la possibilité aussi de monter en échelle, pourquoi pas, peut-être élargir l'observation plus large dans le territoire, par exemple à niveau métropole ou pourquoi pas à niveau région. Donc, je vous avais dit, la version interactive ce que vous avez montré des Power BI, ça sera mis à disposition par l'élève et par le conseil départemental. Et bientôt, il sera disponible sur le site web de la Seine-Saint-Denis sur la page dédiée à son PAT. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et bientôt, il sera mis en ligne. Donc, vous pouvez en profiter pour passer du temps à regarder, observer, comparer et faire vos propres analyses. Et aussi, pour ceux qui sont pas vraiment à l'aise avec les numériques, nous avons fait aussi une version PDF
c'est à télécharger aussi depuis le site qui sera bientôt disponible sur le site, mais mise à disposition tout de suite bientôt par lien sur le chat. Une version PDF qui est en synthèse, qui résume les principaux résultats de cet observatoire pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder et d'observer ou qui ont du mal avec les numériques. Donc, Merci Pamela. merci. Merci à vous et on peut passer là directement à... Alors, il y a pas mal de questions, des très générales et des beaucoup plus précises. Je vois Audrey Guéniche là, qui affiche sa caméra, justement. J'allais passer à votre question. Alors, une question assez précise sur les dispositifs d'aide alimentaire quand on les évoque. Est-ce qu'on intègre les demandes d'aide FAG? Donc, je crois que c'est le Fonds d'aide générale, je crois, c'est ça, ou auprès des CCAS. Alors, je ne crois pas, mais je te laisse peut-être préciser, Pamela. Et après, il y a la question de la remontée d'informations que ça pose. Oui, en effet, nous avons pris en compte pour ce qui concerne les aides alimentaires directes, financières, je précise, aides financières directes, nous avons pris seulement les aides qui sont fléchées directement dans l'alimentation et les aides générales, on l'a pas pris en compte parce que du fait que c'est général, il peut être fléché à n'importe quelle autre aide. En tout cas, nous avons aussi un problème de recensement et de montée d'informations, ce qui concerne l'aide financière directe fléchée à l'alimentation, en ce qui concerne des bons euh, donnés pour les CCAS. Donc, nous avons repéré deux ou trois communes qui faisaient vraiment une aide directe, mais je sais pas, on n'a pas pris des autres aides autres qui sont pas fléchées. Donc, on a pris effectivement ce qui concerne les Vitaline, que c'est l'échec alimentaire, la carte Vitaline, qui met à disposition les départements avec les quatre communes qui participent à cette expérimentation à l'instant. Certaines communes, comme je viens de décrire, avec une aide qui passe à travers les CCAS, mais fléchée alimentation. Voilà. Une question de Clémentine Decroix du Réfort, réseau francilien de la FOP, justement en général sur les suites. Est-ce qu'il est prévu une mise à jour de l'outil, à quelle fréquence et comment? On n'a pas encore forcément toutes les réponses à ce stade, mais si on parle ici de préfiguration, c'est qu'on espère et on souhaite qu'il y ait des suites. Peut-être je peux te passer aussi la parole sur cette question, Romain. Voilà, on a commencé à évoquer la question des suites. C'est quelque chose qu'on va travailler dans les prochains mois. Je te laisse évoquer dans quel cadre ce travail va pouvoir se faire. Oui, effectivement, aujourd'hui, on parle d'un travail de préfiguration observatoire parce que voilà, on sort de 6 mois de stage de Pamela. Donc là, on rentre dans une toute nouvelle période parce que Pamela a fini son stage fin de semaine dernière. Donc on est vraiment au tout début de l'après et qu'aujourd'hui était aussi un premier temps pour venir vous présenter l'outil qui vous sera mis à disposition juste après cet observatoire. Pour nous, vos différents retours sont très importants et on espère assez riches sur et l'outil, mais aussi les indicateurs que vous pourriez souhaiter voir intégrés à cet outil. On va aussi rentrer dans un travail de collecte d'informations parce que au tout début, Pamela parlait de l'identification d'une soixantaine d'indicateurs. Tous ces indicateurs aujourd'hui sont pas remplis. On se rend compte qu'il y a de la donnée qu'on a un peu du mal à venir collecter. On sait qu'elle existe, donc on aura aussi besoin de vous pour réussir à compléter ce tableau qui aujourd'hui est existant, mais pas forcément complet. Donc dans les prochains mois à venir, jusque voilà, on va dire printemps, début du printemps 2025, on va être sur ce double travail de présenter l'outil, voir comment il est pris en main, pas pris en main, qu'est-ce qui vous semble intéressant à creuser ou pas, comment est-ce qu'on peut aussi problématiser pardon, cette banque de données qui est assez importante et continuer dans ce recherche de collecte d'informations déjà existantes. Ensuite, on espère pouvoir entrer dans un deuxième temps, et donc là vraiment d'avoir cette dimension observatoire qui accompagnerait des prises de décision sur l'évolution de politiques publiques. Mais là, on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, on a une grosse quantité de données qu'il nous faut maintenant problématiser, pardon.
pour réussir à voir ce qu'on arrive à en faire, ce qu'on arrive à faire ressortir du territoire et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour orienter des évolutions de politiques publiques. Donc on va vraiment être dans ce deux temps. Et dans un de ces premiers temps, on va avoir besoin de vous sur la collecte des données, des lignes qu'on a déjà identifiées, et cette prise en main, utilisation de cet outil, sur lequel tous vos retours sont vraiment les bienvenus et qu'on espère très riches. Voilà, et puis pour compléter là-dessus, justement, et avec la première question de Mme Guinich qu'on avait avant, qui nous laisse d'autres informations dans le chat, justement, pour compléter, en nous disant que le Fonds d'aide généraliste du département propose en effet des aides à l'alimentation, et qu'elle propose aussi d'associer le l'UDCCAS du 93, qui semble bien placé pour faire ces remontées d'informations. Merci pour ces suggestions. C'est justement aussi pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui et donc n'hésitez pas aussi après, on va vous envoyer toutes les infos ensuite par mail, mais à réagir ou à nous dire, bah tiens, il y a peut-être telles infos qui manquent ou telle source qu'on pourrait aller chercher. C'est aussi des choses très précieuses. Donc merci pour ça. C'est des choses qu'on pourra servir pour enrichir l'outil. Alors, beaucoup de questions. Il est déjà 10 heures. On avait dit qu'on prenait 1 heure. Ce qu'on vous propose, c'est de pousser jusqu'à 10h15 grand max. Donc, pour ceux qui peuvent rester, on reste jusqu'à 10h15. Et puis, on finira. Je vais passer sur un certain nombre de questions. Alors, il y en a une un petit peu dans le désordre. Des questions un petit peu générales, l'une un aspect intéressant du travail là, de l'observatoire et de visualisation, qui peut permettre d'illustrer comment serait-il possible de prendre en compte la gentrification pour avoir une vision plus réelle des problématiques de précarité alimentaire dans le 93. Au niveau statistique, ça doit pas mal influer. Une question de Boris Wilter. Je pense qu'on peut y répondre partiellement, notamment avec la question du filtre sur les zones, les différentes zones. Pamela, je te laisse peut-être remontrer ça. Oui. Je pense qu'on peut justement répondre par rapport à les filtres. On n'a pas une autre possibilité. Après, savoir, Tu peux le remontrer ouais, bien sûr, pour l'illustrer. Donc bien en sûr. fait, il s'agit une typologie qui avait été faite par l'INSEE au niveau du département de différentes zones socio-économiques du département, comme on l'a montré un petit peu rapidement. Et en fait, ce filtre, on peut l'appliquer sur chacun des diapositives et des thématiques de l'observatoire. Donc là, on peut le montrer rapidement, notamment par exemple sur cette Oui, question de précarité. je répète, c'était vraiment une typologie faite par l'INSEE qui concerne des indicateurs justement socio-économiques. Donc, il a divisé les communes par rapport à cette différenciation, cinq zones, il a différencié à travers des indicateurs, quatre indicateurs socio-économiques qui sont la part des cadres, les taux de pauvreté, la part des propriétaires dans les territoires et les taux de concentration de l'emploi. Donc, à travers une pondération de ces quatre indicateurs, ils sont rassemblés les communes et les différentes zones. Donc, on peut vraiment voir la zone de gentrification. Et ici, peut-être c'était pas les meilleurs pour montrer, et peut-être uno dans lequel on peut observer les différentes communes. La question portait notamment sur les So- problématiques de précarité Ah, alimentaire. de précarité alimentaire, Voilà. ok. Ah, donc, peut-être, donc, on va aller vraiment sur la précarité alimentaire. Pardon, j'ai pas. Là, on peut filtrer effectivement pour zone de gentrification. Et donc, c'est ce qu'il va nous filtrer, c'est justement les communes qui concernent la gentrification. Donc là, pour le coup, les communes qui concernent la gentrification et quelle est la répartition des points d'aide alimentaire. Et bien évidemment, ici, on a juste pris ces trois points d'aide alimentaire, mais ce n'est pas exhaustif, il y a bien d'autres.
on est consciente et aussi pour répéter par rapport à ce qui avait évoqué, ça a été évoqué tout à l'heure, par rapport à les bons et l'échec, ces informations, ce ne sont pas exhaustives, on est consciente, mais justement, c'est ce qu'il disait Yann, l'idée, c'est pouvoir étouffer les informations suite aussi à cet webinaire et une fois qu'on commence à divulguer cette information, pouvoir aussi, à travers les autres services, faire une sorte de collaboration et pouvoir étouffer les sources de données. C'était la difficulté la plus grande pour ce projet, c'est d'avoir l'accès à les données. Et je ne sais pas si je réponds vraiment par rapport à la Non, mais gentrification, je mais pense qu'on peut, ça fait déjà un début de réponse, je pense. mhm. Il y a beaucoup de questions, donc on passe un petit peu Oui, 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 rapidement. Je continue complètement, sur d'autres complètement. questions un peu macro, générales. Question d'Agnès Lelièvre d'AgroParisTech qui nous remercie pour ce qui est un énorme travail. Elle demande si l'outil est déjà disponible. Donc la réponse est oui. Donc on va vous fournir le lien. Je vous enverrai un mail avec le lien, la synthèse, voilà, les questions méthodo, etc. Enfin, vraiment tout ce qui concerne et la présentation d'aujourd'hui. Elle demande est-ce qu'on peut extraire des données, quelles conditions d'utilisation des données. Donc, je ne vais pas répondre à ta place, Pamela, mais il me semble que bah, la plupart des données sont de toute façon issues aussi des grandes bases nationales. Et il y en a un certain nombre qui sont des données agrégées, mais qui sont plutôt à la marge, agrégées par nous, on va dire à la main. Mais je te laisse répondre peut-être plus précisément. Justement, la plupart des données qui ont été utilisées, ce sont en accès libre, ce sont des bases de données nationales et sont issues des autres observatoires qui ont utilisé des autres sources collectées à travers des bases de données, mais aussi collectées par des projets de recherche. Et, et nous avons utilisé aussi des sites web du département, des villes ou directement des CEPT qui est porté avec des informations, mais toutes les informations sont en accès libre et nous savons les détails de toutes les sources de données et qu'on pourra vous mettre à disposition si vous le souhaitez, si vous le demandez, sans problème, dans l'idée aussi de pouvoir aussi répliquer cet observatoire. Et comme vient dit Yann, certaines fois, pour certains, tout ce qui concerne principalement l'alimentation durable et des choses plus alternatives, comme il n'y a pas vraiment de recensement à niveau national, c'est la difficulté d'avoir des accès des données, nous avons procédé à une agrégation à travers des différents sites des données et nous avons les listes des sites qu'on avait utilisés, bien décrites sur la méthodologie, mais à savoir, c'est bien évidemment pas exhaustif. Donc, il peut y avoir effectivement ces billets de recensement de l'information. Je répète. Merci Pamela. Une question de Laurent, encore un peu sur des choses assez générales mais intéressantes. Quelles décisions politiques se sont déjà fondées sur cet observatoire? Alors, je pense qu'il n'y a pas encore de décision politique puisque on le présente aujourd'hui et c'est l'avant-première. Par contre, je pense que Romain, ça peut être intéressant. Peut-être deux questions. C'est déjà toi, en tant que chargé de mission qui connaît bien le territoire, qu'est-ce que tu as pu, peut-être un ou deux exemples de choses que cet observatoire a pu t'amener comme nouvelles données? Ça peut être intéressant. Moi, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question encore. Et l'autre, peut-être de nous dire aussi quelles sont les prochaines étapes, notamment en termes de présentation aux élus, etc. Oui, donc effectivement, encore, c'est un petit peu tôt pour dire que ça a déjà influencé nos politiques publiques en termes d'alimentation. Nous, en tout cas, moi, à mon niveau, ce que je trouve très riche, c'est d'avoir de l'information à l'échelle communale. On se rend compte que c'est quelque chose qu'on a assez peu, et d'avoir aussi cette vision à 360 de l'ensemble du système alimentaire. Parce qu'on a différentes sources, il existe déjà différentes sources, mais vraiment sur différents points. Là, on arrive à regrouper l'ensemble des gros éléments de la boucle alimentaire, un peu tendance à qualifier de l'assiette à l'assiette en Seine-Saint-Denis. Ce qui est aussi intéressant pour nous, sur un territoire ultra urbanisé comme le nôtre, et avec une particularité sur des très forts taux de précarité, on se rend compte qu'aujourd'hui, les différents outils qui pouvaient exister, soit d'évaluation des PAT ou soit d'observatoires autour des questions d'alimentation à l'échelle nationale, sont assez peu adaptés à la spécificité de notre territoire, parce que souvent, c'est des liens entre production locale, consommation locale. Vu la spécificité de notre territoire, cette partie production locale
on l'a presque plus. Donc, ce n'est pas des enjeux sur lesquels on a besoin de beaucoup de données parce qu'on sait qu'ils seront pas bons et que voilà, c'est pas là-dessus on aura nos plus gros leviers. Donc déjà, pour nous, cet outil, c'est déjà vraiment une adaptation de choses déjà existantes à la réalité de nos territoires. Et je pense que ça peut intéresser d'autres territoires, notamment les métropoles urbaines de toute cette méthodologie. Et après, aussi une des choses aussi que je trouve très intéressante et de premier élément de l'utilisation suite à ce travail, et aussi surtout le travail qui va être pour nous important d'être dans un plaidoyer sur un manque potentiel de données. On se rend compte qu'aujourd'hui, sur l'alimentation, voilà, on est obligé d'aller piocher un peu à différents endroits pour avoir de la donnée. On se rend compte que, par exemple, sur les enjeux de précarité alimentaire à l'échelle nationale, mais même à l'échelle régionale, là, on a eu une étude qui a été réalisée par le Crédoc et l'ENSA, donc on a beaucoup de chance et on a de la donnée aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose qui est fait de manière régulière, c'est vraiment des one-shots. Et donc, on a des vrais manques d'actualisation et de données sur les questions d'alimentation. Et pour nous, c'est aussi un moyen, en essayant de recenser l'ensemble des données qu'on a, de venir identifier les données qui n'existent pas. Et donc, notre besoin d'être accompagné pour aller collecter ces données. Donc, il y a aussi cette piste-là un outil pour construction d'un plaidoyer, pour aller dans la recherche de données et dans l'actualisation de données, qui me paraît assez intéressante. Et il fallait la suite. Bah voilà, je vais un peu me répéter, mais vraiment déjà dans les premiers mois, être dans cette consolidation de l'outil, prendre vos retours et la suite va aussi dépendre beaucoup de vos retours, de comment est-ce que chacun se saisit de l'outil et donc nous de comment est-ce qu'on essaye de l'adapter et vers quoi est-ce qu'on pourrait tendre en fonction des besoins identifiés sur le territoire. Parce que pour nous c'est vraiment important cette dimension collaborative. C'est aussi pour ça qu'on a poussé sur ce travail-là. C'est lorsqu'on avait présenté le diagnostic qui a été réalisé il y a 3 ans. Une des premières remarques qui avait été faite par les acteurs du territoire était de nous dire qu'on avait de la donnée que à l'échelle départementale et qu'on rentrait pas dans le détail et que c'était dommage. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu cette fois aller sur une déclinaison à une échelle communale et EPT pour aussi répondre aux attentes des acteurs qui nous avaient été remontées suite à la publication du premier diagnostic. Ouais, merci Romain. Pas mal de questions, hein, toujours, on va pas passer que là-dessus sur la précarité alimentaire, c'est pas étonnant. Notamment de Pauline Gindreau du SIAO 93 qui nous demande si on pense intégrer les dispositifs d'aide alimentaire financés par l'État, qui ensuite nous indique aussi qu'il y aura sans doute des remontées justement sur ces sujets-là par les services de la DRIL à faire. Donc peut-être une petite réaction à cette question et proposition. De notre côté, oui, oui, on va effectivement chercher à élargir, notamment, on parle beaucoup des dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire là, dans toutes les questions. Et donc, oui, on sait que c'est aussi une difficulté, c'est réussir à identifier les dispositifs existants, parce qu'il y a de très nombreux acteurs qui interviennent sur ce champ-là. Mais plus on arrivera à le faire, mieux ça sera et plus on sera complet sur cet observatoire. Donc, on prend vraiment avec grand plaisir et grand intérêt l'ensemble des potentielles pistes que vous pouvez identifier pour nous aider à compléter voilà, nos indicateurs, leurs sources, des potentielles sources d'actualisation aussi de la donnée, parce que c'est vrai qu'on essaie le plus possible d'avoir des données qui peuvent être actualisées pour pouvoir faire vivre cet observatoire sur plusieurs années. Une question de Xavier Hébert d'Est Ensemble qui pose la question, sauf erreur, rien sur le gaspillage alimentaire, peut-être pas de données, ni sur l'offre de vrac sur le département. Là, il y a des choses à dire, Pamela, justement, sur la question de données. Oui, justement, j'avais évoqué tout à l'heure que la difficulté majeure de ce projet, c'est l'accès à les données. Ça a été assez complexe, surtout arriver à un détail des données communes. Et en ce qui concerne c'est ce qui vient de dire Romain, nous savons, c'est ce qui est montré sur l'observatoire, ce n'est pas tout. Il y a certaines informations qui n'étaient pas mises en avant sur cet observatoire du fait qu'il n'était pas complète ou il n'y avait pas, tout simplement, parce qu'il nous manque encore des choses à recenser et à répertorier. Et en ce qui concerne les gaspillages alimentaires, nous avons certaines informations, mais justement incomplètes. Mais nous avons justement l'information ici en ce qui concerne
Attends, je vais bouger ça comme ça. Hop, voilà. Et en ce qui concerne ce tableau, nous avons des informations de la lutte contre le gaspillage alimentaire à niveau global et on voit que le département de la Seine-Saint-Denis, on se situe à un 13% de conformité par rapport à la lutte contre le gaspillage alimentaire, par rapport à la moyenne nationale au milieu et la région. On est un peu loin de la région et un peu loin à niveau national, sachant toujours que ces informations ont été prises, je répète, dès le site de la cantine qui s'était autodéclaré qu'il n'y a pas toutes les informations qui concernent l'ensemble des structures. Hein, mais les billets, c'est valable en tout cas à niveau national et à niveau région aussi. Donc, bien évidemment, c'est un constat pas seulement sur les départements. Cette autodéclaration n'est pas complète à tout niveau. Donc, les billets de incomplétude, en tout cas, c'est valable à tout niveau. Mais en tout cas, il nous parle déjà de la conformité à niveau département. Et puis, à niveau plus détaillé, à niveau commune, nous avons l'information effectivement de certaines communes, de certains EPT mais il n'était pas exhaustif. Donc, on a voulu pas le mettre encore. Il laisse l'information, même quand on le savait, c'était pas vraiment très précis. C'était pas prêt parce qu'en fait, c'était vraiment une démarche qui, des fois, il commence à être comptabilisé et les tonnages de gaspillage alimentaire, la réduction, il y a certaines structures qui le font, il y a des autres qui le font pas encore. Donc, il y a vraiment beaucoup de différences entre les territoires. Donc, c'était une information assez complexe de mettre en valeur dans l'état actuel. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante qui illustre Oui. là où les difficultés qu'on a pu avoir aussi. On a essayé d'interroger notamment les communes aussi sur un certain nombre d'indicateurs plus quali et on a eu très très peu, voire pas de réponse. Donc ça, c'est aussi des points de progression pour les prochaines versions. Et puis à noter aussi de façon plus globale, cette question, elle pose la question de à la fois la sélection. On pouvait pas tout montrer hein, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs, donc on a dû faire des choix. Parfois, on n'avait pas les données. Et ça pose aussi la question de quelle est la liste de ces 60 indicateurs. Vous pourrez l'avoir, puisque Pamela, dans le cadre de son travail de fin de master, a fait tout un travail sur la méthodologie qu'on vous transmettra. Et donc, il y a aussi les tableaux en annexe qui définissent, enfin, qui montrent ces différents indicateurs. Peut-être une dernière question, parce que j'avais dit 10h15, on y est. Alors, j'en prends une sur aussi des questions de représentation ou de données. Une question de Maya Drouard de la LAC Plaine Commune qui nous remercie pour ce travail, cette présentation, qui dit: J'ai bien conscience que ce serait un travail de fourmi, mais est-il prévu à moyen terme de produire des données à une échelle inférieure à l'échelle communale? Euh, on sait qu'il y a d'autres échelles parfois qui sont parfois disponibles sur certaines données. Pamela, est-ce que tu peux en dire quelque chose? Il y a certaines sources de données qui nous permettent de descendre au niveau iris, C'est ça. mais la difficulté, que dans ces cas-là, on aura moins des indicateurs à observer du fait qu'il y a moins des informations qui concernent ces niveaux plus précis d'information. Mais en effet, on pourrait, pour certains des indicateurs, arriver au niveau plus de détails des iris. Voilà. Et puis pour ça, on est aussi en lien avec une équipe de recherche sur le côté santé. On a dit d'ailleurs, il y avait des questions que j'ai pas forcément relevées. Là-dessus, on n'avait pas forcément beaucoup d'informations sur l'observatoire, mais on sait qu'il y a voilà, il y a des programmes de recherche centrés notamment sur le territoire qui vont travailler sur ces problématiques-là, et notamment qui travaillent aussi à ces échelles infra au niveau de l'IRIS. Donc il y aura peut-être des choses dans les mois et les années qui viennent sur ces données-là. Voilà, bah écoutez, on a largement dépassé le temps. On vous remercie. C'est forcément un exercice un peu frustrant. On le sait, on le savait Hmm. à l'avance et pourtant on avait décidé de dépasser un petit peu. On vous remercie. On a été jusqu'à 75 personnes présentes ce matin, donc ça montre quand même un gros, gros intérêt. Merci pour vos remerciements. Et puis je pense que bah, voilà, cette présentation, c'est aussi un point de départ pour
et que cet outil, c'est aussi un outil, comme le disait Romain, bah voilà, qui a écouté les acteurs du territoire, c'est aussi une réponse, mais c'est aussi un point de départ pour continuer la collaboration, faire remonter de la donnée, voir là où il y a des trous, là où on peut enrichir. Et ensuite pouvoir avoir des données plus précises, évidemment pour orienter les politiques du public, notamment dans le cadre du PAT. Donc merci à vous toutes et tous pour votre présence ce matin. Merci encore beaucoup à Pamela et à Romain. Et on vous envoie toutes les informations par mail dans la journée. Voilà, Merci beaucoup. Merci à tous. je vais Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, bonne journée. bonne Bonne journée. journée. Je vais mettre fin à l'enregistrement.